Bonjour tout le monde, alors avant que j'oublie parce que je suis un gros boulet, je vous dis tout de suite très bonne année 2022, je vous souhaite de très belles lectures pour cette année. Pour l'instant c'est le moment de faire un peu le bilan de mes lectures de 2021, de mes meilleures lectures, les autres on va pas en parler. Je voulais commencer avant vraiment de vous parler de mes 3 coups de cœur de l'année. En vous parlant de lectures qui, sans avoir été parfaites ou voilà, ou m'avoir complètement chamboulée, on va dire, ont vraiment quelque chose d'intéressant, ont vraiment, voilà, ont titillé mon intérêt, ont un petit quelque chose qui fait que je ne pouvais pas ne pas vous en parler. On commence avec un roman en jeunesse, plutôt ado, vu qu'on suit une ado, La maison qui parcourait le monde de Sophie Anderson. Si vous connaissez un peu les contes russes, le folklore russe, vous vous dites en voyant la couverture que ça vous rappelle quelque chose. Évidemment, ici vous voyez la maison de Baba Yaga, la sorcière des contes russes, qui a la particularité d'être juchée sur des pattes de poule. Alors en l'occurrence, dans la maison qui parcourait le monde, Baba Yaga n'est pas vraiment une sorcière, elle a plutôt ce rôle qu'elle a parfois dans les contes russes, il me semble, de faire passer les vivants au royaume des morts. Non, je crois qu'ils n'utilisent pas vraiment cette terminologie, mais vous voyez, voilà, de les faire passer vers la mort. Donc elle leur fait des petits plats, elle les accueille, elle discute avec eux de leur vie, tout ça. Mais elle a une petite fille, cette Baba Yaga, qu'on va suivre. Et d'ailleurs, j'ai oublié son nom, voilà, tout va bien. Donc une jeune fille qui arrive à l'adolescence et qui se sent un peu seule parce qu'elle ne peut pas vraiment lier d'amitié. La maison avec des pattes de poule a la particularité de voyager dans le monde entier, donc elle reste jamais très longtemps au même endroit. Et j'ai beaucoup aimé dans ce livre, déjà avant tout l'univers qu'elle a mis en place, cette maison Yaga qui c'est une toute petite maison, voilà, qui grince, qui craque, tout ça, mais qui est vivante et qui répond un peu aux besoins de ses habitants, qui va s'adapter. Il y a une scène très sympa où Baba Yaga dort dans son fauteuil avec sa balalaïka sur les genoux. Et c'est un jour où il fait très très chaud et la maison souffle sur elle par la cheminée pour lui faire des courants d'air. Enfin, j'ai trouvé cette scène trop mignonne et c'est toujours ça, c'est la maison prend soin de ses habitants et les habitants en retour ont quand même des devoirs envers la maison. Et enfin, vraiment, ça m'a fait rêver, c'est toute cette histoire et cette maison qui peut faire plein de choses. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé l'univers. Autre point très positif, c'est qu'on nous vend pas quelque chose de manichéen. On nous vend pas un personnage principal parfait qui a tout de suite tout compris. Voilà, on suit l'évolution du personnage qui vraiment met du temps à grandir. Donc c'est un livre qui prend son temps et j'ai bien aimé qu'il y ait ça en jeunesse, qu'on puisse prendre son temps, voir doucement l'évolution du personnage. Alors, il y en a que ça va rebuter, mais moi j'ai beaucoup aimé le fait que l'action prenne son temps et qu'on voit que notre héroïne, elle n'est pas parfaite à la base et qu'elle a besoin de grandir. Voilà. Alors pourquoi ça n'a pas été un coup de cœur, c'est vraiment passé à ça, c'est parce que la fin, quoi. Alors je vais pas vous spoiler, mais vous voyez ce genre de livres de fantasy ou de fantastique qui établissent les règles de leur univers et qui vont complètement les casser à la fin. Enfin, ça m'énerve. Voilà, quand on pose les règles d'un univers, quand on pose les bases d'un univers, on va pas tout détruire juste pour un personnage. En plus, là, il y avait ce personnage qui avait cette belle évolution, on va lui dire « Non, t'as pas besoin de changer, chérie. Le monde va changer pour toi. » Non, ça m'a énervé, voilà. Mais quand même, c'est Sophie Anderson, c'est vraiment quelqu'un que j'ai envie de suivre parce qu'il y avait vraiment un gros potentiel avec ce livre. En plus, l'objet en lui-même est sublime. Enfin, c'est édité chez l'École des loisirs. Donc voilà, je vous ai averti pour la fin. Si vous voulez le découvrir, je pense que quand même vous passerez un bon moment. Voilà, faut être prêt à lire quelque chose qui va lentement et à supporter un personnage qui n'est pas parfait. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de quoi ? Des Buddenbrook de Thomas Mann, dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur les sagas historiques. Donc oui, là c'est une saga familiale en l'occurrence, qui s'étend sur pas mal d'années. Alors j'ai plus tout à fait les dates en tête, mais on suit en gros à peu près 4 générations. Donc il y a pas mal d'ellipses. C'est un livre que j'ai dévoré, enfin vraiment. Puis c'est drôle parce que les personnages ont souvent, surtout le personnage le plus important qui est la fille de la famille qui s'appelle Tony, qui est un personnage avec un sale caractère, qui est une enfant gâtée, mais qui nous fait rire et qu'on adore suivre parce qu'elle fait n'importe quoi, elle a ses petites préoccupations un peu superficielles comme un peu toute la famille, parce que le but dans les Buddenbrook, c'est une famille qui a déjà
un certain pouvoir, qui est assez riche, et le but c'est voilà, de garder son statut social, de continuer à faire tourner les affaires. Et voilà, ça paraît bête, mais on arrive vraiment à se prendre au jeu, surtout que Thomas Mann il met pas mal d'humour, et en même temps il traite aussi ses personnages avec une certaine tendresse. Donc voilà, c'était une très très chouette lecture. Pour ça, je remercie Jérôme. Alors, vous devez m'entendre parler de Jérôme régulièrement dans mes vidéos. C'est tout simplement l'organisateur d'un des clubs de lecture auxquels je participe. Donc voilà, je lui dois beaucoup de belles découvertes, dont les Buddenbrook. Grâce à lui, j'ai même réussi à venir à bout du côté de chez Swann de Proust. Non mais c'est quand même assez incroyable. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous parler, je regarde ma pile de livres. Ah oui, du Soleil des Morts de Ivan Chmeliov, dont je vous avais déjà parlé, je vous avais parlé d'Ivan Chmeliov dans ma vidéo sur Noël en Russie, parce que j'avais lu son petit Noël russe. Alors là, on change complètement de registre, parce que c'est un livre qui va parler de la famine en Crimée au début des années 20, donc on est au début de l'époque soviétique, et voilà, Chmeliov a lui-même vécu cette famine pendant plusieurs mois, et il en parle. Alors c'est un témoignage absolument terrible, mais c'est aussi une œuvre vraiment, éminemment poétique, et tout en nous parlant de choses vraiment terribles, il arrive à évoquer à travers ces événements le passé avec un tel amour, avec un style tellement sublime, voilà, c'est vraiment un très très beau livre. Alors après, il y a un côté très répétitif dans cette œuvre, mais voilà, je préfère vous avertir. Mais d'ailleurs, il y a une citation de Thomas Mann, du coup je fais un peu la transition avec les Buddenbrook, qui avait beaucoup aimé Le Soleil des Morts, alors je vous retrouve ça. Donc voilà, donc la citation de Thomas Mann que je voulais vous partager, qui est très court et qui exprime bien ce que j'ai ressenti en fait en lisant ce livre. Il parle de documents terribles et néanmoins baignés et resplendissants de poésie. Et c'est exactement ça, Le Soleil des Morts. Donc Ivan Chmeliov aussi, c'est un auteur que j'ai vraiment envie de suivre. En plus, il y a une de ses œuvres qui vient d'être rééditée, je crois que c'est chez Sillage. J'ai pas le titre en tête, mais je vous la mettrai là. Je pense que je vais me la faire offrir pour mon anniversaire, parce que Chmeliov, ça fait 2 fois qu'il me scotche dans 2 genres complètement différents. C'est magnifique. Ensuite, j'ai relu un roman, un grand roman d'un grand auteur russe, c'est-à-dire Dostoïevski, Les Frères Karamazov. Alors c'est drôle parce que j'ai lu ça, c'est vrai que c'est assez sombre souvent Dostoïevski. J'ai lu ça à une période où normalement je me serais dit non, là t'as pas trop le moral, lis pas ça, et en fait je me suis plongée dedans et ça... en fait, parfois, quand on n'a pas le moral, ça fait du bien de lire un roman qui aborde des sujets durs. Voilà, on met la main à la pâte, on va dedans et on va un peu décortiquer tout ce qui ne va pas dans le monde, ce qui ne va pas dans la société, et dans Les Frères Karamazov, voilà, c'est totalement ça. On est sur un roman en plus passionnant parce que tout ça se tient très bien. Le plan, je pense, est vraiment d'équerre, mais on va aborder plein de genres différents. Alors Les Frères Karamazov, c'est un roman policier, c'est aussi un essai philosophique, enfin, il y a des dialogues qui tiennent vraiment de l'essai. On va trouver des romans dans le roman, on va trouver un passage de fantastique aussi assez incroyable, mais tout se tient et tout nourrit la même réflexion. Et en plus de ça, les psychologies sont merveilleuses. Dostoïevski était un très fin observateur de la psychologie humaine, et voilà, dans Les Frères Karamazov, ça se voit, voilà, il est vraiment au top de sa forme, voilà. Alors maintenant qu'on a évoqué tout ça, je vais passer un peu à mes plus belles lectures de l'année. On commence encore avec un auteur russe, oui, on parle beaucoup de littérature russe ici. Il s'agit de Mikhail Bulgakov, et j'ai découvert son Cœur de chien. Donc c'est un petit livre qui se lit très vite, et c'est un livre complètement barré. Alors l'histoire, on est au début de l'époque soviétique, et un éminent docteur décide de greffer une partie du cerveau d'un homme à un chien. Et le chien va petit à petit se transformer en homme. Et alors déjà, la transformation physique du chien
les descriptions sont assez courtes, mais tellement... Enfin, c'est tellement, je sais, bon, ça se dit pas malaisant, mais c'est gênant, on se sent vraiment mal à l'aise en lisant ces descriptions, c'est assez incroyable. Et en même temps, mais qu'est-ce qu'on rit, c'est hilarant. Enfin, le chien qui se rebelle contre le docteur, qui se met à sortir un peu des slogans politiques. Et, enfin, parce que oui, c'est foutraque, mais derrière, il y a quand même une profonde réflexion sociale où tout le monde, mais vraiment tout le monde en prend pour son grade. Je sais pas trop ce que je peux vous dire de plus sur Cœur de chien, mais voilà, c'était une lecture assez incroyable. C'est une lecture qui se fait assez vite, mais en même temps, il y a matière à creuser. Et voilà, pour moi, c'était hilarant. Ah oui, une chose à noter pour Cœur de chien, c'est aussi les différents modes de récit. Alors au début, on suit le chien, qui est un chien qui vit dans la rue, et on suit un peu ses réflexions sur la vie, sur la société, voilà, tout ce qu'un chien peut apprendre quand il est dans la rue, et c'est super drôle parce que voilà, un chien nous livre sa conception de la vie, et c'est drôle. Après, on suit un peu les notes de l'assistant du docteur qui décrit petit à petit toute l'évolution du chien homme, voilà, qui est en cours de transformation, donc qui d'un côté va être homme et en plus qui va te sortir un peu tous les jurons qu'il a appris dans la rue. En plus, le donneur de cerveau était légèrement alcoolique, donc le chien va hériter de ce trait. Et donc on suit un peu comment il va petit à petit se rebeller contre le professeur, et c'est super drôle. C'est un livre, j'hésitais à vous en parler parce que j'aimerais bien inaugurer une série de vidéos avec celui-là. Peut-être que je vous en dirai plus, je sais pas encore si je la ferai. Mais ouais, je voulais faire une série de vidéos avec mes lectures les plus barrées, et Cœur de chien, clairement, enfin, voilà, si vous avez envie de quelque chose de complètement fou, voilà, lisez Cœur de chien, c'est génial. Ensuite, je voulais vous parler des Désenchantés de Pierre Loti, un coup de cœur que je dois encore une fois à Jérôme. C'est la première fois que je lisais du Pierre Loti, et vraiment j'ai découvert une plume assez incroyable, une sensibilité vraiment waouh. Alors les Désenchantés, je veux bien vous parler un peu du contexte, mais vraiment on n'y va pas pour l'action, et on pourrait croire au premier abord que c'est un roman engagé, et pas du tout en fait, mais je vais vous en dire plus. En fait, Les Désenchantés, c'est l'histoire d'un écrivain, donc c'est un peu l'alter ego de Pierre Loti, qui revient à Istanbul. Il y revient parce qu'il y a vécu dans sa jeunesse, il y a connu une histoire d'amour, mais là il est vieillissant, il est un peu mélancolique sur ce vieillissement, le fait d'avoir beaucoup voyagé et de plus être satisfait nulle part, et il va rentrer un peu en relation avec des femmes qui sont plus ou moins cloîtrées dans des harems, et ils vont correspondre, ils vont se rencontrer. Et voilà, c'est la rencontre de ces deux sensibilités, de ces deux mélancolies en fait, voilà, entre l'homme qui se voit vieillir et ces femmes qui sont complètement obligées de vivre en marge de la société. Donc voilà, c'est magnifique, et je pense que le mieux, c'est que je vous lise un extrait. Donc si l'extrait est un peu trop long à votre goût, je vous mettrai jusqu'où il faut sauter pour aller à la présentation du prochain livre. Comme il se sentait l'âme très turque par ce beau soir de limpidité tiède, où bientôt la pleine lune allait rayonner toute bleue sur la Marmara, il revint à Stamboul quand la nuit fut tombée, et monta au cœur même des quartiers musulmans, pour aller s'asseoir dehors, sur l'esplanade qui lui était redevenue familière, devant la mosquée de Sultan Fatih. Il voulait songer là, dans la fraîcheur pure du soir et dans la délicieuse paix orientale, en fumant des narguilés, avec beaucoup de magnificence mourante autour de soi, beaucoup de délabrement, de silence religieux et de prière. Sur cette place, quand il arriva, tous les petits cafés d'alentour avaient allumé leurs modestes lampes. Des lanternes pendues aux arbres, des vieilles lanternes à huile, éclairaient aussi discrètement. Et partout, sur les banquettes ou sur les escabeaux, les rêveurs à turbans fumaient, en causant peu et à voix basse. On entendait le petit bruissement spécial de leurs narguilés qui étaient là par centaines. L'eau qui s'agite dans la carafe,
à l'aspiration longue et profonde du fumeur. On lui apporta le sien, avec des petites braises vives sur les feuilles du tabac persan, et bientôt commença pour lui, comme pour tous ces autres qui l'environnaient, une demi-griserie très douce, inoffensive et favorable aux pensées. Donc voilà, si ce passage ne vous a pas convaincu de le lire, je ne sais plus quoi faire. Ensuite, dernière lecture qui m'a particulièrement marquée cette année. Alors c'est très drôle parce que c'est une saga dont je n'arrivais pas à venir à bout. Je l'ai repris un peu pour un challenge littéraire, le Cold Winter Challenge dont je vous avais parlé dans une vidéo. Je l'ai repris un peu en me disant, bon allez, on va essayer. Il s'agit du Seigneur des Anneaux et j'étais complètement bloquée à peu près aux 3/4 des 2 tours. Et j'ai repris l'histoire à cet endroit-là et j'ai bien fait parce que après j'ai enchaîné avec Le Retour du Roi qui... Mais j'ai pleuré des seaux en lisant ce livre, c'est incroyable. Et en plus, à la fin des 2 tours, j'ai rencontré mon personnage préféré de la saga qui est Faramir. J'ai aussi découvert le courage de Sam. Voilà, alors le Retour du Roi, ça m'a surtout marqué comme un livre, mais qu'il faut absolument lire parce que c'est une grande épopée qui va traiter de la victoire sur le désespoir en fait. Et Tolkien exprime très bien le désespoir et comment tous ces personnages vont se battre malgré qu'ils sachent qu'il n'y a vraiment qu'une chance infime qu'ils gagnent. Ils vont se battre pour sauver la Terre du Milieu, ils vont se battre par amour les uns pour les autres. Et d'ailleurs je voulais vous lire un petit extrait qui montre bien à quel point Tolkien sait bien exprimer le désespoir dans la bouche de Frodon. Alors là on est au Mordor, donc l'ambiance n'est pas franchement à la fête. Aucun goût de nourriture, ni sensation d'eau, ni rumeur de vent, aucun souvenir d'arbre, d'herbe ou de fleurs, ni reflet de lune ou d'étoile ne me reste. Je suis nue dans les ténèbres, Sam, et il n'y a aucun voile pour me séparer de la roue de feu. Je commence à la voir même de mes yeux éveillés, et tout le reste s'estompe. Donc voilà, si vous connaissez des amis dépressifs, conseillez-leur Le Seigneur des Anneaux. Allez, est-ce que je vous lis un autre extrait? Ah oui, je vais vous lire l'extrait, un petit extrait, un discours de Faramir qui... je pense que c'est ce passage-là qui m'a fait tomber amoureuse du personnage. Pour ma part, dit Faramir, j'aimerais voir l'arbre blanc de nouveau en fleurs dans la cour des rois, et la couronne d'argent revenir parmi nous, et Minas Tirith retrouver la paix. Être Minas Anor, comme autrefois, lumineuse, haute et belle, belle comme une reine parmi d'autres. Non la maîtresse de nombreux esclaves, ni même la généreuse maîtresse d'esclaves consentants. La guerre est une nécessité, tant qu'il s'agit de défendre nos vies contre un destructeur qui voudrait tout dévorer. Mais je n'aime pas la brillante épée pour son tranchant, ni la flèche pour sa rapidité, ni le guerrier pour ses triomphes. Je n'aime que ce qu'ils défendent, la cité des hommes de Numénor, et je voudrais l'avoir aimée pour sa mémoire, son ancienneté, sa beauté et sa présente sagesse. Aimer plutôt que crainte, sinon comme il arrive que l'on craigne la dignité d'un vieux sage. Donc voilà, comment voulez-vous ne pas tomber amoureux de ce personnage en entendant ça? De celui-là et de beaucoup d'autres, comme je vous dis, Sam ou même Aragorn ou Éowyn, tellement de beaux personnages. Et je n'ai même pas évoqué tous les passages qui se passent dans les pays des elfes, que ce soit à la Lorien, je ne sais pas si on dit Lorien ou Lorienne, ou s'il faut rouler le R, je suis complètement... Je n'ai pas lu les annexes sur la linguistique des langues de la Terre du Milieu, vous m'excuserez, hein. C'était pas possible ça par contre. J'ai lu une bonne partie des annexes ici. Mais voilà, tous les passages chez les elfes sont d'une poésie, c'est incroyable, mais c'est vraiment des lieux que je garde dans un coin de ma tête aussi, mais qui n'aurait pas envie d'aller s'allonger dans l'herbe chez Galadriel, voilà. Il y a de tout dans Le Seigneur des Anneaux, c'est très riche. J'ai eu du mal, je vous le cache pas, à le finir, mais voilà, je le relirai, c'est sûr, et peut-être que les longueurs me marqueront moins, je ne sais pas.
Voilà, donc ce qui m'a posé problème, c'est vraiment l'intrigue secondaire avec Saruman et compagnie dans les 2 tours. J'ai eu du mal à accrocher à ce passage-là. Mais contrairement à ce qu'on m'avait dit, j'ai pas eu de problème avec les descriptions. J'ai adoré les descriptions de paysages, tout ce genre de choses. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour Le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, après, j'ai revu les films et j'avais pas réussi à les apprécier sans avoir lu les livres. Mais là, les films, évidemment en version longue, c'était magnifique. Après, j'ai trouvé que ouais, le ton, là je digresse un peu, la fin du film, j'étais vraiment un peu plombée, tandis que quand on finit les livres, mais on est euphorique, on se sent bien, c'est une fin magnifique, je trouve. Enfin voilà, donc je digresse. Donc là, je voulais vous évoquer aussi un peu, je vous avais parlé de pas mal de livres dans ma vidéo du best-of de 2020, et j'ai continué certaines sagas. Donc j'ai terminé l'histoire des Reines de France de Simone Bertière, dont je vous parle souvent. D'ailleurs, je pense qu'elle aura sa propre vidéo, Simone Bertière, si je trouve assez de choses à son sujet. Donc j'ai terminé, parce que je les ai absolument pas lus dans l'ordre, on peut les lire indépendamment les uns des autres. J'ai terminé avec La Reine et la Favorite, donc on parle de Marie Lesinska et de Madame de Pompadour. Et voilà, elle m'a encore complètement impressionnée par la finesse avec laquelle elle décrit les personnages, leur psychologie et toute la complexité de chaque personnage. Et comme dans ce tome en particulier, elle arrive à parler avec la même empathie de 2 personnages complètement opposés. Voilà, elle est trop forte. Et voilà, je vous recommande vraiment toute l'histoire des Reines de France de Simone Bertière, des biographies qui se lisent vraiment comme des romans. Je déconseillerais peut-être de commencer par Les Femmes du Roi Soleil, parce que pour moi c'est celui qui est nettement plus faible, c'est mon avis. Je l'ai trouvé plus faible que les autres, mais sinon je les ai tous aimés. Mes préférés restant les 2 premiers tomes, donc Le beau XVIe siècle et Les années sanglantes, donc tout ça se passe au XVIe siècle, et le tome sur Marie-Antoinette qui est génial, alors que je ne ressens aucune fascination pour le personnage de Marie-Antoinette, mais voilà, on découvre aussi plein d'autres personnages, et j'avais dévoré ce livre. Sinon, j'ai aussi continué... alors, quel est le titre entier? Parce que c'est un titre à rallonge, je vais essayer de retrouver ça. Voilà, j'ai retrouvé. Donc, le titre complet de la saga, c'est Les aventures extraordinaires et fantastiques de Sylvo Sylvain, elfe détective. Donc voilà, vous m'excuserez de ne pas avoir retenu le titre complet, mais ça commence avec Rue Farfadet, dont je vous avais parlé, qui était un tome... Alors l'intrigue principale, je l'avais pas trouvé incroyable. On est sur une enquête évidemment, puisque le personnage est un détective. Mais c'est vraiment l'univers qui m'avait marqué et qui m'avait passionné, et j'avais quand même dévoré ce livre malgré une intrigue principale peut-être un peu, voilà, pas transcendante. Par contre, l'auteur s'était bien rattrapé avec le tome 2 où vraiment voilà, j'ai été accrochée à fond par l'intrigue. Et j'ai lu le tome 3, Confession d'un elfe fumeur de lotus. Avouez que le titre est assez génial. Et voilà, ça reste un très bon tome. J'ai mis du temps à rentrer dedans parce que là, on n'est plus dans l'univers du Paname que Raphaël Albert a inventé. Donc ce Paris un peu steampunk du 19e siècle qui a la particularité d'être peuplé, entre autres, par des créatures fantastiques, donc des elfes, des centaures, des gobelins, et c'est super bien fait. Non, là, dans Confession d'un elfe fumeur de lotus, on revient dans la forêt natale du personnage principal, qui est un elfe, et voilà, j'ai eu un problème un peu avec les descriptions de cet univers des elfes, pour le coup, là on n'est pas chez Tolkien, parce que je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir en tête, vous savez, les espèces de figurines moches de fées qu'on vend dans les trucs à touristes en Bretagne, par exemple, les trucs hyper kitsch, et j'avais ça en tête tout le long, et comme le début, c'est beaucoup de descriptions de l'univers des elfes, j'étais constamment, je ne sais plus pendant combien de pages, je disais, mais non, mais je n'arrive pas à imaginer quelque chose de beau quand je lis ça, donc c'était un peu gênant, mais par contre, après, une fois qu'on est embarqué dans l'intrigue, c'est génial. Et alors la révélation finale, mais j'étais dans un état en finissant, j'étais mais non, alors c'est à la fois affreux, et ça fait complètement sens,
Et ça, oui, c'est en parfait accord avec le développement du personnage dans les tomes précédents. Et ça donne encore de l'épaisseur au personnage, de la relation de Silvo avec son alcoolite, enfin tout, c'est... Voilà. Donc c'est le 3e tome que j'ai lu, là, le Confession d'un elfe fumeur de lotus, et je vais bientôt continuer avec le 4e et dernier tome, donc j'ai assez hâte. Je pense que ça devrait le faire, franchement, vu la fin de ce tome. Donc le dernier tome, c'est De bois et de ruines, voilà, peut-être que je vous en reparlerai dans mes meilleures lectures de 2022. Donc voilà, toujours de la bonne came, Raphaël Albert. Avant de passer au manga, alors je les garde toujours à la fin, c'est pas parce que je méprise les mangas ou quoi que ce soit, c'est juste que je me doute bien que beaucoup d'entre vous n'en lisent pas et ne s'intéressent pas forcément à ça. Mais pourquoi pas essayer si vous voulez des conseils de manga, je veux bien en parler avec vous. J'ai lu pas mal de choses assez différentes, après j'en lis quoi, 1 ou 2 par mois, donc ce qui est pas énorme, je suis pas une grosse mangavore. Mais voilà, c'est une belle découverte que j'ai faite il y a quelques mois et je ne peux plus m'en passer. Voilà, donc n'hésitez pas à essayer les mangas. Donc bref, avant de passer à la partie manga, je voulais vous parler d'un livre aussi un peu à part, de 2 livres à part. J'ai lu 2 livres absolument hilarants et que je vous recommande si vous voulez vous marrer un bon coup. Il s'agit des livres de Monsieur le Prof, des 2 livres qui l'ont vraiment fait connaître et qui sont dans l'esprit vraiment de ses comptes sur les réseaux sociaux. Il s'est fait connaître, je pense, beaucoup sur Twitter, Facebook, tout ça. Et il nous raconte sa vie de prof. Il est prof d'anglais au collège-lycée. Et un peu ses fantasmes un peu sadiques et ses petites répliques cinglantes. Je ne pense pas qu'il soit vraiment sadique et qu'il aime faire souffrir ses élèves, mais dans ses livres, donc là j'ai quoi? Le premier, alors le titre c'est pas vraiment un titre, c'est plus un teaser qu'autre chose, c'est la seule chose qui me motive à me lever chaque matin, c'est de savoir à quel point mes élèves seraient heureux si j'étais absente. Donc ça vous donne un peu le ton du bouquin, et c'est ça aussi dans le deuxième. Alors le premier c'est plus des petits textes, des petits dessins, enfin c'est assez original comme c'est présenté, ça se présente un peu comme un agenda. Le deuxième il y a plus de textes et je trouve que c'est des petites histoires et il arrive vraiment à nous captiver, franchement il écrit vraiment bien. Il y avait quand même quelques coquilles dedans, enfin on va pas chipoter, c'est assez top. Donc voilà, si vous voulez rire Monsieur le Prof, je vous recommande vivement. Je voulais vous lire aussi un petit extrait pour que vous ayez un aperçu. Je faisais tranquillement mon petit cours sur have avec mes 6e, quand, pour faire un peu d'oral, je leur pose des questions. Have you got a brother? Have you got a yellow copybook? Etc. Puis, à un élève, je demande. Have you got a dog? J'en avais un, monsieur, mais il est mort. Je me suis senti pris d'un élan d'éthique et responsable, et lui ai répondu la seule chose qu'on attend d'un professeur émérite qui se soucie du bien-être de ses élèves. In English, please. J'adore, ça me fait trop rire. Donc voilà, si vous voulez vous marrer, moi je sais que je les relirai, là, je me garde ça pour les journées bien déprimantes de novembre, voilà, c'est... Mais vraiment, mais qu'est-ce que j'ai ri, voilà. Donc on passe au manga. Donc en gros, niveau découverte, il n'y en a qu'une qui a vraiment été un coup de cœur. Il s'agit d'Aria, de Kozue Amano. Je ne dis pas de bêtises, moi le japonais, je suis désolée, je maîtrise pas. Oui, Kozue, c'est un O. C'est un O. Donc Aria, c'est un manga que je ne m'attendais pas forcément à aimer à ce point, mais voilà, j'ai suivi les recommandations, comme d'habitude, du Renard Doré, vous savez, c'est cette librairie manga littérature japonaise à Paris, la Métro Jussieu, qui m'a fait découvrir les mangas, qui m'a fait aimer les mangas. La librairie était tellement belle que je ne pouvais pas ne pas rentrer dedans, et voilà, j'ai découvert leur compte Instagram, c'est libraire, et voilà, j'adore y aller, et je me laisse parfois embarquer, comme en l'occurrence dans des genres qui ne m'attirent pas trop à la base. Là, on est sur du tranche de vie, donc on est sur du manga assez lent, sans action, clairement. Et pourtant, mais je suis accro à ce manga. Je suis accro et en même temps, je l'économise pour les moments où je suis hyper stressée. Parce que Aria, c'est un manga qui va vraiment... Si vous êtes complètement speed, que vous n'arrivez pas à vous calmer et tout, lisez Aria. Lisez Aria, c'est magique. Parce que, alors, pour vous donner un peu le contexte, c'est un peu... donc en gros, ça se passe sur Mars, qui a été terraformé, donc on l'a rendu habitable pour les humains. Le problème, c'est que dans le processus, la planète s'est retrouvée recouverte à
90-99% d'eau. Voilà, donc on a recréé Venise sur Mars. Et là on suit une jeune fille qui arrive de Terre. Alors la Terre, on comprend plus ou moins que c'est un endroit où tout le monde est plus stressé que jamais, où tout le monde veut rentabiliser son temps. Voilà, on a un aperçu dans le tome 2 c'est vraiment le tome 2 qui m'a fait me dire, mais punaise, ce truc en fait c'est génial. Donc notre héroïne arrive à Néo-Venise pour devenir Ondine. Donc en gros, elle doit apprendre à devenir guide touristique et à conduire, naviguer. On conduit une gondole ou pas? Bref, gondoler. Et voilà, c'est un livre qui vraiment nous apprend à savourer les petites choses du quotidien, qu'il le fait vraiment qu'il le fait super bien, et c'est super bien dessiné, c'est vraiment magnifique. Imaginez quelqu'un d'extrêmement doué qui vous dessine Venise, enfin, c'est magnifique. Donc Aria, allez-y, j'espère que ça vous plaira, mais voilà, comme je vous dis, c'est un genre qui a priori ne me plaît pas plus que ça, mais je suis devenue complètement fan, c'est une merveille. En manga, j'ai aussi continué deux séries dont je vous avais parlé l'an dernier. Tout d'abord Spy Family, c'est une histoire un peu loufoque d'un espion qui doit recruter une petite fille et une femme pour se faire passer un peu pour la famille idéale et infiltrer une grande école. Et voilà, c'est toujours aussi attendrissant, c'est toujours à la fois aussi... Ouais, c'est drôle, c'est loufoque et c'est en même temps super réconfortant, c'est complètement fou, mais la petite fille qui comprend tout de travers, qui va se dire je vais aider mon papa parce qu'elle est télépathe, enfin je vous avais expliqué tout ça dans ma précédente vidéo, enfin celle de 2020, et voilà, je suis toujours aussi fan de cette petite fille qui fait n'importe quoi, de ses parents un peu bizarres, de cette famille qui mine de rien arrive petit à petit à tisser des liens, voilà, c'est génial. Et mes Spy Family, je me les garde vraiment aussi, je les économise un peu pour les moments... on a besoin d'un petit coup de boost et je me marre. Quel que soit mon état quand je commence la lecture, j'explose de rire plus d'une fois au cours de la lecture. On se sent bien après. Voilà, donc n'hésitez pas à tester Spy Family. Qu'est-ce que j'ai continué d'autre? J'ai continué Yawara de Urasawa, qui s'est fait connaître par des mangas peut-être un peu plus sombres. Mais voilà, Yawara, je vous avais expliqué, mais je répète pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, enfin le best-of de 2020, c'est une jeune prodige qui doit avoir à peu près 18 ans du judo, qui fait un peu son entrée sur la scène et qui commence les compétitions. Et voilà, c'est toujours aussi génial, là on découvre aussi dans ces tomes ce que c'est qu'une saine compétition et toutes ces jeunes femmes qui sont heureuses de rencontrer des compétitrices de talent qui font passer le judo à un niveau supérieur et qui rendent le sport plus intéressant. On a aussi une petite romance mais vraiment adorable qui se met en place, et vous savez à quel point je suis difficile avec les romances si vous avez vu ma vidéo sur les romances. Voilà, et puis un personnage de pervers fini qui est hyper malsain dans son obsession pour Yawara et qui se prend pour un prince charmant, et Urasawa ne lui fait aucun cadeau, et en même temps il arrive à nous faire rire de ce personnage de gros pervers. Enfin, voilà, il y a un peu de tout dans Yawara. C'est un livre qui quand même s'adresse plutôt à des adultes. Je sais pas si on peut dire que ça s'adresse plus à un public féminin, ça dépend. À vous de voir, tester. Mais voilà, moi qui suis pas trop truc à l'eau de rose, d'ailleurs c'est pas un roman à l'eau de rose, il y a plein de belles choses dedans. Voilà la façon dont cette petite Yawara a pas trop envie de triompher devant les caméras, mais qui va utiliser tout son talent pour aider les autres judokas. Enfin, voilà, Yawara, c'est un livre, c'est un manga que voilà, quand je le referme, quand je le lis, je suis dans un état d'euphorie mais complet, je suis amoureuse de ce manga. Et voilà, je crois qu'on arrive au bout de toutes ces belles lectures de 2021, voilà, je me trompe déjà d'année. J'espère que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me parler de ces livres, ce que vous en avez pensé si vous les avez lus. Et voilà, je crois que on va s'arrêter là, et je vous souhaite encore une fois une bonne année. Voilà, en fait j'ai pas oublié. Et à bientôt, et j'espère que j'aurai encore plein de belles lectures à vous présenter l'an prochain. À bientôt!